Il est 23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le Premier ministre était ce matin à Méagui pour visiter certaines infrastructures, les inaugurer. Au nombre donc des infrastructures sanitaires inaugurées par le Premier ministre ce matin, l'hôpital général de Méagui, c'est dans la région de la Nawa, hôpital à la pointe de la technologie. L'ouvrage compte 110 lits. Nous parlerons également transport dans ce journal. Nous parlerons précisément des hausses anarchiques interdites. Ce sera dans quelques minutes. Et puis la Côte d'Ivoire s'apprête à ouvrir les frontières terrestres fermées depuis la survenue de la pandémie à coronavirus. Dans cette perspective, du matériel de mobilité de détection de Covid-19 a été remis au ministère de la Santé. C'était à Noël. Nous en parlerons dans cette édition. Mais avant, je vous le disais, ce matin, le Premier ministre était à Méagui, dans la Nawa. Il a pu, vous le voyez sur ces images, être accueilli par les cadres de la région, mais également par les populations, des populations sorties nombreuses pour écouter les bonnes nouvelles portées par le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui était donc à Méagui pour visiter l'hôpital général. Il a également visité un autre hôpital. Nous en parlerons dans ce journal. Au nombre donc des infrastructures sanitaires inaugurées par le Premier ministre, l'hôpital général de Méagui, je vous le disais tantôt, c'est dans la région de la Nawa, hôpital à la pointe de la technologie. L'ouvrage d'une capacité de 110 lits devrait permettre d'améliorer la prise en charge des patients dans la région. On fait le point tout de suite avec Alexis Ouedraogo. Voici l'hôpital général de Méagui. Coût d'exécution, 24 milliards de francs CFA, dont 7 milliards pour l'équipement de pointe. Ce mercredi, la population venue en grand nombre accueillir le chef du gouvernement crie son bonheur. Vraiment, je suis très heureuse ce matin parce que le ministre Patrick Achi est là pour nous aider. Merci pour toute cette mobilisation. Merci aux autorités. Avant, c'était difficile. Les femmes étaient transférées, elles étaient évacuées à l'hôpital général de Soubré. La distance faisait au moins 1 heure du temps. Mais maintenant, l'hôpital est installé au milieu ici. En tout cas, c'est un grand soulagement. Avec elle, les autorités de la ville, car Méagui, forte zone de production de cacao, mais aussi d'EVA, accusait un retard important de développement, aujourd'hui en cours de résolution. Désormais, vous aurez tous les soins dans notre hôpital départemental de Méagui, qui n'a rien à envier à un centre hospitalier régional. Ne craignez pas pour le coût des prestations, puisqu'il s'agit avant tout d'un hôpital public. Les tarifs sont les mêmes pour tous. Bâti sur 5 hectares avec une douzaine de services intégrés, le centre, selon le ministre de la Santé, s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Nous envisageons, à travers la mise en place de ce type d'établissement et des différents établissements de santé de proximité des différents départements du pays, développer un continuum de soins, un réseau de soins de proximité pour adresser localement au moins 80% des besoins de nos concitoyens en santé. Échange de dons des populations reconnaissantes et du Premier ministre. Quand il s'avance au pupitre, Patrick Achi salue la mobilisation autour de la politique de développement initiée par le chef de l'État. Le nouvel hôpital général permettra d'offrir des soins de qualité aux populations de la ville de Méagui, mais à toute la région de la Nawa. Les femmes, les jeunes, les enfants, à compter d'aujourd'hui, vos soucis de santé sont terminés. Toujours le mot pour un contrat nouveau de confiance entre personnel de santé et population. On parle souvent du nombre de lits, de l'expérience des plateaux techniques, des équipements. Mais on ne peut oublier qu'il ne serait rien sans les hommes et les femmes qui vont lui permettre de jouer pleinement leur rôle. Mais vous aussi, quand on vient, accueillez-nous bien. Hein? Vous aussi, quand on vient... Bon, ils disent qu'ils ont compris.
Sur les doléances portant notamment l'extension du réseau électrique, l'accès à l'eau potable ou encore le bitume, le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous le disons et surtout, nous le faisons. Vous avez raison de croire au rassemblement qui permet le développement, à la paix qui permet la prospérité et à la solidarité nationale. Parce que c'est dans cette paix, cette concorde, cette entente, cette fraternité, seule qu'un édifice comme ça peut voir le jour. La division, la mésentente, la discorde ne peut rien créer de positif. Après cette étape, cap sur San Pedro. Voilà, porteur donc d'un message de paix et de cohésion sociale. Le Premier ministre était, vous l'avez vu sur ces images, dans la région de la Nawa. Il a procédé à l'inauguration de l'hôpital général. Patrick Hachi a également fait des heureux dans la région de San Pedro, où il a procédé en début d'après-midi à l'inauguration du centre hospitalier régional de la ville. Sandili également pour ce CHR qui fait la fierté des populations qui pourront donc désormais bénéficier d'un service sanitaire de qualité conformément donc à la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la Confédération africaine de football a lui terminé lundi sa série de rencontres et de visites en terre ivoirienne dans la ville donc de San Pedro. Patrice Motsepe a pu s'imprégner sur place de l'avancée des travaux en cours dans la dite ville. C'est dans le cadre, vous le savez certainement, de la CAN 2023 et c'est avec Salif Ouattara qu'on en parle. Accompagné du ministre des Sports, Paulin Claude Dao, et de celui des PME de l'artisanat, Félix Anoblé, également député maire de San Pedro, le président de la Confédération africaine de football a effectué le déplacement pour San Pedro sur un vol de la compagnie nationale aérienne. 45 minutes de vol, le temps de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Les voiries en construction, le stade de 20 000 places, dont la bâtisse affiche déjà fière allure, et la cité Cannes ont reçu au pas de course la visite de la délégation CAF. Les explications des services spécialisés ont permis au président Motsepe de mieux cerner les difficultés sur le terrain et les performances enregistrées. Il s'agit de l'ONS, l'Office national des sports, représenté par sa directrice générale, Mariam Kone Yoda, et le COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023, fort de la présence de son président, François Albert Amicha. San Pedro, la phase visible de grands travaux entamés dans plusieurs villes ivoiriennes. Une fierté pour le président de la CAF qui se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Yeah, there were some people who came from CAF. Certaines personnes sont venues de la CAF. And the general secretary also is coming for the second time. Et le secrétaire général de la CAF est venu pour la deuxième fois. And he says to me that since his last visit, there's big progress. Il nous dit que depuis sa dernière visite, il constate d'énormes progrès. Yeah. So we are very focused from CAF because this is going to be one of our exciting stadiums for the AFCON. À la CAF pour que cette CAN soit excellente. À 15 mois du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Côte d'Ivoire affûte ses armes afin d'être prête le jour dit. Un objectif partagé par le patron de la CAF qui a déjà pris rendez-vous pour la CAN 2023 en terre ivoirienne. Je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. Monsieur Jeannot Aoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2022 qui se tiendra le mardi 12 avril 2022 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Notez que ce communiqué tient lieu de convocation individuelle. On parle transport à présent, augmentation anarchique des tarifs. Une rencontre a eu lieu justement pour évoquer le sujet et c'est une rencontre qui a été suivie pour vous par Lanciné Bakayoko. Malgré les efforts consentis par le gouvernement au profit du secteur des transports, notamment par le maintien du prix du gasoil à 615 francs le litre à la pompe, quelques chauffeurs majoritairement des lignes de Bingerville et de Yopougon essaient de gonfler artificiellement les coûts. Des augmentations d'autant incompréhensibles que 99% des véhicules de transport roulent au gasoil,
qui n'a pas été touché par le réajustement du 1er avril passé. Une surenchère inacceptable. Le gouvernement a bien conscience, et à travers lui le ministère des Transports, que les transporteurs, les conducteurs, les transporteurs travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et donc des dispositions sont prises dans ce sens-là. Mais également faire en sorte que le pouvoir d'achat des populations soit préservé. Cette volonté de préservation du pouvoir d'achat des populations a nécessité le déblocage de plus de 120 milliards de francs CFA. Un sacrifice que le transporteur devrait renoncer à minimiser. L'appel que nous lançons aujourd'hui à l'ensemble des acteurs du secteur du transport qui exercent sur le district d'Abidjan, qui exercent sur l'ensemble du territoire national, vise à les rassurer sur le fait que le gasoil n'a pas connu d'augmentation et qu'un impact donc, ne doit pas se faire ressentir sur les titres de voyage, aussi bien dans le transport de marchandises que dans le transport de voyageurs. Les ligues des consommateurs déplorent également l'incivisme des transporteurs qui, au mépris du contexte économique et des cadres de concertation existants, ont procédé à ces augmentations en catimini. À partir d'aujourd'hui, si vous constatez sur une ligne qu'il y a un chauffeur qui procède à une augmentation, ça ne doit pas faire l'objet des palabres. Vous allez nous saisir et nous, à notre niveau, nous allons saisir les responsables pour que nous intervenions sur cette ligne-là et ramener ceux qui procèdent à des augmentations, les ramener à la raison. Une grande rencontre est prévue ce jeudi au siège du Haut Conseil des transporteurs. 2 messages majeurs à passer. Primo, expliquer la conjoncture mondiale et la pression sur le marché des hydrocarbures. Secondo, marteler à la profession que toute augmentation de coûts des transports est frappée d'illégitimité et donc interdite. On s'intéresse à présent au grand marché de Bouaké. Il sera bientôt opérationnel et ce sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest avec plus de 8000 points de vente. Et ces places sont soumises à attribution selon un processus souple et transparent mis en place donc par les parties prenantes au projet, notamment la mairie et l'AFD. Notez qu'en reconstruction depuis 2020 sur financement de la France, à travers justement l'AFD, l'Agence française de développement, ce projet a englouti 40 milliards de francs CFA. Et bien hier, les parties prenantes ont procédé au lancement de ce processus d'attribution et c'est avec Léon Brou qu'on en parle. Ex-locaux de l'état civil marché, actuel bureau de l'équipe d'assistance technique pour la reconstruction du grand marché de Bouaké. Le maire, le préfet et la représentante de l'Agence française de développement remettent au premier pétitionnaire leur quittance de réservation de place. Ces 5 commerçants viennent de satisfaire au processus d'attribution des points de vente dans le futur nouveau grand marché de Bouaké. La place que nous avons choisie, elle doit nous coûter 2 100 000. J'ai payé 840 000. Selon moi, ça prend. Parce que quand on compare à ceux qui font déjà des magasins et puis ils donnent aux gens, selon moi, c'est acceptable. Au moins 8000, le nombre de points de vente grand de 6 à 25 mètres carrés et entre 350 000 et 4 700 000 francs CFA à débourser pour se faire attribuer une place. Le processus qui démarre ce mardi 5 avril donne priorité aux ex-occupants du site de l'ancien Grand Marché selon un chronogramme bien étudié. Le site Phase Total où on a délocalisé les commerçants qui ont été déplacés sur l'ancien site. Ensuite, les sites comme Boucherie, Indigo, Belleville, Marché Poisson, ce sont ces différents sites-là qui feront l'objet d'un premier appel. Les blocs sont faits en fonction des activités. Donc une fois la collègue oriente le commerçant, celui-ci indique la boutique qu'il veut choisir. Il va à l'enregistrement. Lorsqu'il finit l'enregistrement, on lui délivre un papier provisoire avec un numéro de code. Et c'est avec ce numéro de code qu'il va effectuer ses paiements. La cadence que nous pouvons respecter, c'est environ une 50aine de commerçants enregistrés par jour. Donc, vous me permettez là de lancer un appel à nos commerçants de respecter la programmation. C'est pour que les enregistrements se fassent de façon la plus fluide possible et la moins compliquée pour eux. Assurance aussi quant au délai de livraison de l'infrastructure. Plus de contrats à passer, plus d'obstacles ni à la célérité, ni au financement
des travaux. Le taux d'avancement concernant le lot A, 93%. Pour le lot B, là où il y a les travaux de bâtiment, donc aujourd'hui nous sommes à 7% de taux d'avancement, mais notre objectif c'est d'achever 3 blocs fin décembre 2022. Le plan de financement est conforme et permet la réalisation de toutes les infrastructures prévues. Le grand marché de Bouaké est parti en fumée depuis 1998. Sa reconstruction a démarré fin 2019 sur financement de la France à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Et on poursuit en images avec le Conseil Café Cacao qui a procédé ce mercredi 6 avril à la caisse table au lancement officielle de la distribution de la carte de producteur de café cacao, cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Notez que cette remise de carte intervient au terme du processus de recensement des producteurs de café cacao et leurs vergers, initié donc par le Conseil Café et Cacao. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions avec Jean-Louis Egbangbo. Mais avant, Eugène Akaoli, le président du Conseil régional du Sud Comoé, par ailleurs président du CESEC, a rencontré récemment les populations de Tiapoum. L'objectif de cette rencontre, nous dit Godefroy Kambawa, est d'exhorter ces populations à la paix et au vivre ensemble. Tiapoum, localité de la région du Sud Comoé, poursuit son développement avec le Conseil régional. Construction d'écoles primaires, des collèges, des centres de santé, des routes, au profit des populations. À Tiapoum, avec le président du conseil régional du Sud Comoé, Dr Eugène Akawele, des activités génératrices de revenus sont menées pour les jeunes et les femmes avec le soutien du conseil régional. Lors d'une rencontre avec les organisations, Eugène Akawele s'est dit heureux que sa politique de développement et au-delà, celle du président de la République Alassane Ouattara, soit suivie par les populations de Tiapoum. Le président Alassane Ouattara qui a rendu la Côte d'Ivoire vivable. Le président Alassane Ouattara qui a rendu la Côte d'Ivoire fréquentable. Si vous m'aimez comme vous venez de le déclarer, je vous demande d'aimer également le président Alassane Ouattara. Dans l'union et la cohésion pour plus d'efficacité dans leurs actions, les femmes ont souhaité la mise en place d'un fonds. Le président du conseil régional, Eugène Akawele, promet que les moyens seront mis à leur disposition pour accroître leurs revenus et pour le bonheur de leur famille. Et la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, était-elle à Guiglo récemment pour une visite de terrain. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux sur place. Elle a entre autres chantiers visité celui du CHR, c'est ce que nous dit Abou Sanogo. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, a parcouru les grands travaux de développement de la ville. Premier chantier visité, le centre hospitalier régional Félix Houphouët-Boigny en phase d'extension et de réhabilitation. Ce centre entrera dans une autre phase en termes d'équipement. La salle suite d'accouchement, la radiologie, le scanner, les nouveaux services d'urgence et de réanimation, la mammographie et l'imagerie ont été achevés. La présidente du conseil régional a pu s'enquérir du niveau d'avancement de la première tranche des travaux débutés en 2020. Une modernisation du CHR de Guiglo qui coûtera un peu plus de 3 milliards de francs CFA et qui sera livrée fin avril. Je suis heureuse et avec mes parents, avec les populations, je dis dans un premier temps merci au président de la République. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire, parce que ça, pour nous, c'était impensable. Cap sur le chantier du pont sur le fleuve Ouzo, à l'entrée de la ville. La taille des travaux a émerveillé l'ensemble des visiteurs. Un pont moderne à 2 voies. La route précède le développement, mais avec le président Ouattara, les ponts accélèrent le développement. Et c'est ce développement qui est en marche dans la région du Cavali. Autre étape, la visite des infrastructures de la première école de jeunes filles dans le village de Yaoundé. Un établissement d'excellence bâti sur une superficie de 8 hectares et qui, selon Anne-Désirée Ouloto, portera le nom de la première dame Dominique Ouattara. C'est un bel hommage donc, à la femme, mais c'est aussi un témoignage d'une affection de Madame la Première Dame aux populations de la région du Cavali. Anne-Désirée Ouloto a également rendu visite au vicaire général de la paroisse Saint-Joseph de Guiglo dans son presbytère.
Elle était porteuse d'un don du gouvernement au diocèse. Après cette remise du don, la présidente du conseil régional du Cavali a échangé avec la jeunesse de la région au siège du conseil. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des prochains états généraux de la jeunesse du Cavali qui se tiendront en mai prochain. Retour à Abidjan, les femmes chrétiennes du quartier Niangon, dans la commune de Yopougon, ont été conviées à une rencontre solidarité et cohésion sociale au cœur de cette rencontre, initiée par l'ONG Elite. Notez que l'organisation non gouvernementale entend ainsi amener les femmes à la culture de la paix et au vivre ensemble. C'est ce que nous rapportent Théodore Zouzou et Jean-Marc Diadi. Louange à Dieu à l'espace Carrefour Sodessi de Niangon. Il s'agit des membres des associations féminines chrétiennes du quartier. Elles prennent fête et cause pour la solidarité et la cohésion sociale dans la commune de Yopougon. Des valeurs prônées par l'ONG Elite, initiatrice de cette rencontre. Elite voudrait être le canal pour une acceptation nouvelle des rapports entre acteurs liés par un même travail, une même vision, un même destin, celui du bonheur des fils et filles de Dieu, afin de renforcer la collaboration entre les membres de différentes organisations religieuses. Qui nous mettent en œuvre, qui met une structure d'appui pour le développement des femmes chrétiennes. Cet engagement pour la paix et le vivre ensemble acquiert l'adhésion du parrain Issifou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune. Le ministre d'État tient à ce que cette cohésion soit renforcée, tient à ce que la paix qui a toujours caractérisé notre commune puisse être aussi renforcée et que la solidarité soit agissante entre les différentes communautés qui vivent dans la commune de Yopougon. Elle dit également que le développement qui se fait n'a pas de barrière ethnique ni religieuse. Le conseil municipal de Yopougon s'engage à lutter contre la précarité des jeunes ainsi que celle des femmes. Il invite au regroupement associatif afin de les conduire à l'autonomisation, gage de la stabilité et du développement de la commune. Bientôt, les résultats des États généraux de l'éducation. Le 11 avril prochain, le ministère de l'Éducation va procéder à la présentation officielle des résultats issus donc des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Mais avant, une rencontre a eu lieu entre acteurs donc impliqués directement dans le processus. Il était question pour ces personnes réunies de consolider et valider le rapport avant donc sa présentation. L'activité s'est tenue dans la commune du Plateau. On y va tout de suite avec Sephora Zeki. L'on se souvient, le 19 juillet 2021, Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien, lançait les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation EGENA. Place aujourd'hui à la validation des résultats obtenus avec la participation de toutes les parties prenantes. Les ministres Claude Paulin d'en-haut des Sports et Kofi Nguessan de l'enseignement technique sont venus apporter le soutien à l'initiative. Il est nécessaire de créer des passerelles entre l'éducation nationale et l'enseignement technique et la formation professionnelle pour permettre aujourd'hui qu'il y ait un vrai maillage pour ce pays, pour les enfants de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, que le sport doit avoir une corrélation forte avec l'éducation pour donner des repères à notre jeunesse, parce que nous voulons que nous ayons un esprit sain, mais il faut que le corps soit sain aussi. Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, rassure les Ivoiriens. La démarche prendra fin dans quelques jours. Nous tirons vers la fin pour avoir une boussole pour la Côte d'Ivoire, une boussole pour l'éducation de la Côte d'Ivoire, l'éducation nationale et l'alphabétisation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous présentons la synthèse des travaux au comité de pilotage. C'est à travers la validation du comité de pilotage que nous allons maintenant aboutir à un document avec des référents pour la Côte d'Ivoire. Le 11 avril prochain, le rapport final des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sera remis au chef du gouvernement. À présent, le point Covid. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 6 avril 2022 13 nouveaux cas de Covid-19, 4 guéris et 0 décès. À la date donc du 6 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte
81 793 cas confirmés, dont 80 949 personnes guéries et 796 décès enregistrés donc par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On parle coronavirus toujours. La Côte d'Ivoire s'apprête à rouvrir les frontières terrestres fermées donc depuis la survenue de la pandémie à coronavirus. Dans cette perspective, du matériel de mobilité et de détection de Covid-19 et autres maladies transmissibles a été remis au ministère de la Santé. C'était à Noé, porte d'entrée donc du corridor Abidjan-Lagos. Un don qui s'inscrit dans le cadre du projet conjoint JICA-OIM de lutte contre la Covid-19 et autres maladies transmissibles. Le point avec Eugène Atoubé. La question de baisser la garde face à la Covid-19. C'est ce message qui est porté aux populations et traduit dans cette remise d'équipement. Ce sont 2 ambulances médicalisées pour le transport des malades et leur prise en charge dans les structures dédiées et des caméras thermiques destinées à détecter les cas suspects de maladie. Un don du projet conjoint JICA-OIM au nom d'un même engagement. Améliorer la facilitation de la mobilité transfrontalière et renforcer les capacités de santé publique au point d'entrée des corridors Abidjan-Lagos et Abidjan-Ouagadougou, que sont respectivement les postes frontières de Noé et l'Alé-Rabat. Le matériel fourni correspond bien aux besoins des frontières de la Côte d'Ivoire. On ne peut que féliciter le gouvernement. Je voudrais exhorter les agents et les utilisateurs des points d'entrée de Noé et de l'Alé-Rabat à une utilisation consciencieuse des équipements fournis par HLE Durabilité. L'équipement reçu du projet JICA-OIM va contribuer de manière significative à freiner la propagation des maladies transmissibles, dont la Covid-19. Un appui technique sera fourni aux services en charge de la santé à Noé et l'Alé-Rabat sous diverses formes, spécifiquement pour la mise à jour de procédures opérationnelles standardisées dans le cadre de la surveillance des maladies à potentiel épidémique, la formation et la sensibilisation sur une bonne utilisation des équipements fournis et les bonnes pratiques en termes de prévention des épidémies. Ce don aujourd'hui permet de nous préparer et de renforcer nos capacités pour que nous puissions donc non seulement atténuer les effets de la Covid, mais il va falloir donc se préparer à ouvrir les frontières et je pense que les frontières vont beaucoup contribuer donc à la croissance économique. Les équipements réceptionnés par le ministère de la Santé ont été remis à l'Institut national d'hygiène publique et à répartir entre les villes de Noé, point d'entrée au Ghana, et l'Alé-Rabat, point d'entrée au Burkina Faso. On se rend à Houston pour terminer. En mission aux États-Unis, le ministre des Mines, Thomas Camara, a tenu à rencontrer la communauté ivoirienne qui y vit. Le ministre Thomas Camara a appelé ses compatriotes à se distinguer par leur comportement, mais surtout par leur travail. Adama Koné. À Houston, aux États-Unis, dans le Texas, environ 2000 Ivoiriens mènent une vie paisible dans divers secteurs. La communauté ivoirienne regorge de beaucoup d'étudiants et aussi beaucoup de nos frères et sœurs sont dans l'industrie de l'énergie et dans le domaine médical qui ici à Houston sont les 2 industries les plus en vogue. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a rencontré le bureau de leur organisation à la faveur de la conférence mondiale sur l'énergie. Les Ivoiriens de Houston gardent le contact avec le pays d'origine et restent ouverts à toute opportunité. On a la possibilité d'y aller, pas très souvent, mais une fois en passant, aussi avec maintenant le téléphone. On parle beaucoup avec les parents et tout ça. Et ici, la communauté ivoirienne nous permet aussi de garder un lien un peu étroit avec notre culture. Vraiment, je suis très ouverte à repartir en Côte d'Ivoire parce que vraiment, c'est grâce à la Côte d'Ivoire que j'ai pu faire mes études. Donc vraiment, je suis redevable. Pour le ministre Thomas Camara, les ressortissants ivoiriens doivent toujours entretenir l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Qui doivent promouvoir une très bonne image de la Côte d'Ivoire à l'étranger, tant au point de vue personnel, au point de vue civique, qu'au point de vue professionnel. Qu'ils se comportent de sorte que quand on parle de la communauté ivoirienne ici à Houston, qu'on parle de cela avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. À l'image de notre président de la République qui a repositionné
la Côte d'Ivoire au plan international. L'Ivoirien nouveau, c'est en Côte d'Ivoire et c'est à l'étranger. La prochaine conférence mondiale sur l'énergie de Houston se tiendra du 6 au 10 mars 2023. Voilà, 23h30 ici en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Surtout, gardez le sourire.